y est, on l'a. Le bilan des grandes vacances est excellent. C'est tout. Voilà, excellent, surtout en prison, avec un taux d'occupation de 135%. Hein? Le PSG champion d'Europe. Faites un effort. 5-0 en finale. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que, rappelez-vous, la joie intense des supporters qui ont fêté ça. 5 buts, 2 morts. Eh ben, c'est mieux que l'inverse. C'était mon résumé du match. Alors, bonne nouvelle, il y a ça, c'est pour ça que je vous en parle. Suite à la victoire du PSG au championnat d'Europe, le président qatari de Paris a offert un t-shirt à notre président de la République. Eh oui! Et la semaine avant, jour pour jour, hein, le président du Qatar, hein, a offert un avion à Trump. Alors, bonne nouvelle toujours. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bon, je sais pas. Mais je cherche. Les ventes de Tesla, hein, ont chuté de 42% dans 27 pays de l'Union européenne. En un an. Les ventes de Tesla... Alors, attendez. Qui a acheté une Tesla dans la salle? Qu'on en parle. Non mais, peut-on se réjouir du fait qu'une entreprise aille moins bien? Là, oui. Voilà, Tesla, pour ceux qui ne le sauraient pas, dirigé par Elon Musk, que l'on peut appeler qui est un vrai fils de pute. On en a connu des fils de pute, hein. Mais alors lui, il a plusieurs mères. Et alors, ah oui, aussi, dans les mauvaises nouvelles, on était tranquille. Un dimanche matin, vous vous rappelez? On revenait de notre jogging. J'en fais jamais, c'est pour ça que je... Un dimanche matin, vous vous rappelez? Le casse du Louvre. Oh, veillez tout de suite, oh, le casse du Louvre. Oh, le 88 millions de bijoux dérobés à la louche, hein, comme ça. Oh, mais que s'est-il passé? Mais c'est horrible. Alors, un dimanche matin, voilà, qu'est-ce que ça? Un monte charge arrive devant le Louvre, une nacelle, premier étage, des hommes en tenue d'ouvrier, des gilets jaunes. Moi, j'ai dit qu'il fallait s'en méfier dès le début, hein. Une disqueuse passe par la fenêtre, voilà, devant les visiteurs, galerie Apollon, 8 objets dérobés, 7 minutes chrono, 4 minutes à l'intérieur du musée. 4 minutes! Du gâchis! T'as pas le temps de visiter. Bon, heureusement, ils ont pas payé. Bon. Alors là où ça se complique. Parce qu'évidemment, nous, il faut des polémiques. Sans polémique, on ne vit pas. Et tout de suite, nos experts en expertise, spécialisation, trouvent des polémiques. Ça se complique. L'alarme a-t-elle fonctionné? L'alarme... Et là, on apprend qu'au Louvre, il y a une alarme qui s'appelle l'alarme Ramsès. Non, c'est vrai, qui date de l'époque, d'ailleurs, visiblement. Qui s'est déclenchée, mais là où c'est original, sans sonner. C'est là où ça fait peur. Parce que l'alarme ne fait pas de bruit. T'imagines, t'es un voleur, comme ça, t'arrives et tu fais... Y a pas de bruit. Alors, la police est arrivée après, mais les mecs étaient déjà partis en moto. Alors, une spécialiste en bijoux a été dépêchée sur place aussitôt. Rachida Dati. Vous n'allez pas l'applaudir. Alors, j'en parle pas parce que je deviens vulgaire tout de suite, donc... Alors, et là, c'est le début des grandes polémiques, le grand n'importe quoi est parti comme d'habitude. Voilà, c'est parti sur les failles de la sécurité. Voilà, oui, il n'y a pas assez de caméras au Louvre, il devrait y avoir une caméra tous les mètres. Voilà, et puis une caméra sur des nacelles. Et puis à l'intérieur, il devrait y avoir un gardien par tableau. Et un mur de 3 mètres d'épaisseur qui recouvre le Louvre. Et les visiteurs qui vont visiter le Louvre un par journée. Si, alors.
Et derrière, on a eu, alors là, le défilé des pleureuses. Vous avez vu, là? Défilé des pleureuses. Alors, voilà, j'ai noté des phrases au hasard. C'est l'histoire de France qu'on vole. Un butin inestimable, peu importe, 88 880. Vous vous rendez compte, il y en a qui a dit des bijoux ayant appartenu à la reine Hortense. Et là, tu fais, je savais même pas qu'elle avait vécu. La reine Hortense, alors comme les autres pleuraient, tu fais, putain, Hortense. Et après, c'est pas fini, elle a appartenu à la reine Marie-Louise aussi. Marie-Louise qui rit quand on, hein, voilà. Et l'impératrice Eugénie, oh, c'est... Vous vous rendez compte, Stéphane Bern qui arrive. Alors là... Parce que j'aime bien, hein, mais là, non, tu fais, tais-toi. Alors, qui prononce cette phrase magnifique, qui résume un peu tout ce qui a été dit. C'est le symbole, ce vol hein, au Louvre, c'est le symbole de l'effondrement d'une France qui est d'une certaine manière en perdition. Et là, tu fais... Et là, moi, je dis, passe à la drogue. Et là, personne, évidemment, dans les médias, j'ai entendu personne dire 7 minutes, 88 millions d'euros, pas de blessés. Y a pas un mec qui a dit bravo les gars. Alors l'enquête démarre, alors là pareil, ça part dans tous les sens. Alors là, au début, je sais pas si vous vous rappelez, ils ont vendu. Là, pour faire ça, c'est forcément des grands professionnels. C'est des mecs, c'est un réseau là. Là, on a affaire à, c'est pas des pros, mais c'est au-dessus là. C'est la Ligue des champions du vol. Enfin, tu vois, certainement, c'est un oligarque russe qui a commandé les diamants. Qu'est-ce que ça vient foutre là tout d'un coup là, on sait pas. En ce moment, on peut pas saquer les Russes, donc. Voilà, est-ce que les bijoux vont être vendus, démantelés ou au détail? Oh, la reine Hortense. Alors, et là, on apprend que la nacelle qui a servi a été volée. Volée à un mec qui avait mis une annonce sur le Bon Coin. Et là, tu commences à faire des super pros. Voilà, et alors, le mec qui a mis l'annonce, vous avez dû voir ça, hein, sur le Bon Coin, la nacelle, habite à Louvre. C'est dans le Nord, hein, c'est pas loin d'ici, hein. C'est loin ou c'est pas loin? C'est loin. Oui, évidemment, vous y êtes pour rien non plus. Voilà, il habite à Louvre, c'est dans le Nord, hein, voilà, chez les pédophiles alcooliques. Alors... Non mais vous le cherchez depuis le début, hein, vraiment, hein. Et donc, le mec habite Louvre. Et là, à ce moment-là, moi je le dis, hein, ces mecs-là, pour moi, deviennent... C'est-à-dire, tu dis, les mecs envoient des messages, ils ont pensé à tout. Pour moi, c'est des héros. Et là, derrière, ça dérape très vite. Les mecs, on laissait plein de matériel sur place, des gants, des cheveux, tu te dis, putain, c'est des bras cassés, en fait, là. Ils auraient dû laisser leur adresse directement. Voilà, ça va pas louper d'ailleurs, le lendemain ou le surlendemain, la police, ding dong, c'est vous les gars? Alors, du coup, ils arrêtent très vite 2 mecs, ceux qui étaient dans la galerie Apollon, hein, qu'on volait la reine Hortense. Alors, plus un 3e, lui, un des motards, mais il retrouve toujours pas les bijoux. Et alors, dans les 2 qui étaient dans la galerie Apollon, il y en a un, je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, c'est vrai, hein, il y en a un qui s'appelle Doudou Cross-Bitume. Et là, tu fais, je suis pas sûr que ce soit des pros. Doudou Cross-Bitume sur les réseaux. Les mecs, et vite, avec eux, là, on va rire, mais là, parce que l'enquête ne fait que démarrer. Hein. C'est 2 flèches, les mecs. Dans les déclarations à la police, parce qu'ils sont interrogés séparément, hein, y en a un qui pensait que le Louvre était fermé le dimanche. On sait pas si c'est Doudou ou l'autre, et l'autre, tu vois, qui dit oui, moi, on pensait pas que ce bâtiment-là, ça faisait partie du Louvre. Alors, je ne suis pas un policier ni un enquêteur, mais je peux assurer que ce ne sont pas les cerveaux du casse. Ah si, une dernière bonne nouvelle. Dernière bonne nouvelle, j'ai oublié. Excusez-moi. Les 2 otages libérés en Iran. C'est quand même une bonne nouvelle, ça, hein.
Après 3 ans, quand même. Alors, évidemment, dès qu'il y a un otage libéré, on fait « Oui, mais contre quoi ils ont... Tu vois, parce qu'on est toujours... on est endetté, donc on n'a pas envie non plus de... Tu vois, que ça nous coûte la peau des couilles. Tu vois. Contre quoi contre quoi, évidemment, on sait maintenant. Les bijoux de la reine Hortense. Mais c'est évident. Et la prochaine fois qu'on va voir parler le guide de la Révolution, vous savez, là, celui qui met devant le rideau pourri, là. La prochaine fois, il va être là avec la couronne de génie. Le scandale Chine. Chine, hein. L'entreprise chinoise, hein, vous êtes au courant, hein, de e-commerce mondial. Alors bon, on les a beaucoup critiqués, mais enfin, des gens honnêtes. Voilà, ils vendent de la merde, mais pas cher. Bon. Qui pratique ce qu'on appelle qui a commandé, parce qu'il y a 25 millions de clients en France, qui a commandé des objets sur Chine dans la salle? Voilà. Personne, voilà. Alors, il n'y a pas de croyants, pas de gens de droite, pas de... Voilà, vous savez que vous m'énervez maintenant, là. Hein? Alors, qui pratique Chine, cette plateforme de e-commerce, la fast fashion. La fast fashion, c'est la mode rapide. Voilà, parce que c'est le temps de porter le truc, tu le commandes, tu le mets, hop, il est déjà démodé. Donc faut recommander un truc, le remettre, le temps que tu le mettes, hop, il est démodé. Alors faut recommander un... Tu vois le truc? Ça, c'est un peu comme le TGV au début, vous vous rappelez? Le slogan du TGV, au début. Le TGV, t'as le temps de chier, t'as pas le temps de t'essuyer. Non. Alors, le scandale. Alors, pourquoi scandale? Parce que nous avons découvert, le monde entier, ébahi, que la plateforme Chine vendait en ligne, et pas que, hein, toutes les plateformes, des poupées pédopornographiques. Des poupées pédo... Alors, je vais pas demander qui en commande dans la salle, hein, voilà. C'est des poupées sexuelles qui représentent des fillettes. Alors, je suis allé regarder, dis donc. Putain, c'est cher. La vache, c'est moins cher en vrai. Alors, faites pas ceux qui sont pas au courant parce que ça m'énerve là. Alors, tout le monde a hurlé, mais c'est une horreur. Mais comment se fait-il? Comment ça? Alors qu'on nous oblige à aller sur le numérique. Enfin, c'est... Oh là là. Et bon, c'est horrible. Il y a une certaine logique. Excusez-moi. Le Chine, cette plateforme de e-commerce, pas que hein, d'ailleurs, faisait déjà travailler des enfants. Maintenant, ils les enculent. Bon. Voilà, j'aime bien ça, cette formule. Alors, je trouve que c'est un bon résumé, moi. Hein, Alors, tout ça, évidemment, c'est toute cette polémique, ce scandale, cette horreur, juste avant d'installer un 1000 mètres carrés au BHV, en Chine, s'est installé. Alors, est-ce le hasard? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont eu droit dans les médias à 48, 72 heures de publicité gratuite, nationale, voilà, où on n'a parlé que d'eux, comme ça, et à chaque fois, les journalistes, vous remarquez, ils disaient, oui, effectivement, nous parlons de Chine, mais on ne devrait pas, parce que ça leur fait de la pub. Oui, on ne devrait pas, mais on va en parler quand même. Mais on ne devrait pas, mais on va en parler. Est-ce qu'ils ont des parts? Résultat, ouverture du BHV, une queue monumentale. Pire que Jean 23. Alors, Chine en a profité, et c'est là où c'est fort, pour se refaire une virginité, vous avez vu? Parce que, évidemment, au début, on leur a dit, mais vous avez vu, vous vendez des poupées pédopornographiques sur votre plateforme? Et ils ont fait, quoi? Ils étaient pas au courant. Mais quoi? Des poupées qu'on encule sur notre plateforme? Mais c'est pas possible! Voilà, et là tout de suite ils ont fait, mais nous allons retirer toutes ces poupées tout de suite, et nous allons même retirer tous les sextoys qui se vendent, tout ce qui est sexuel, et on va donner à la police le nom, l'âge, l'adresse, les habitudes alimentaires de tous ceux qui ont acheté une poupée. C'est bien pour les clients ça. Voilà, et les journalistes se demandaient, vous allez vraiment donner le nom de tous les acheteurs? Oui, depuis l'abbé Pierre. Moi j'arrive pas à m'en remettre de l'abbé Pierre, hein, je sais pas vous, mais c'est... Alors, et oui, et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Ensuite, quand on sera fait une nouvelle virginité, nous allons rentrer dans les ordres. Voilà, et redevenir à nouveau un danger pour les enfants. Voilà, il faut suivre, hein, parce que sinon, là, vos enfants vont y passer. Alors,
Et là, on découvre, derrière tout ça, on se dit, mais c'est pas possible quand même, comment se fait-il que en plus, cette plateforme, et pas qu'elle, hein, vend des armes, vous avez vu? Des armes de catégorie A, des poings américains, des machettes, etc. Moi, j'ai regardé s'ils vendaient des organes, j'aimerais bien changer de foi, moi. Alors, comment les empêcher de faire tout ça? C'est la question que tout le monde se posait. Alors, en France, alors là, tenez-vous bien, ça fait mal, hein. Une procédure d'arrêt temporaire a été contre eux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une procédure d'arrêt temporaire. Mais temporaire, oui, mais d'arrêt. Mais quoi? Mais une procédure. Voilà. Et là, vous allez me dire que fait l'Union européenne? C'est ma meilleure blague de la soirée. Hein. Alors... souvenez-vous, là, et c'est là que j'ai cherché, vous vous rappelez la Constitution européenne quand on a voté en 2005, vous vous rappelez qu'on s'est fait emmancher. Alors, c'est pas la seule fois, mais là bien quand même, là vraiment. Et la Constitution européenne, c'est la première fois qu'il y avait un volet économique dans une Constitution, depuis la création de l'humanité, par Elon Musk. Alors, il est inscrit, vous pouvez vérifier, hein, tout ce que je vous dis est vrai, hein, dans la Constitution européenne, aucune entrave ne sera faite au commerce. Voilà. Et Chine l'a lu. Et puis alors, autre bonne nouvelle. Ça y est, non. Alors, si vous applaudissez, c'est tous ensemble ou pas du tout. Sinon, on dirait une réunion de gauche. Alors, Sarkozy, en prison. Oh, voilà. 5 ans de prison, vous savez, il a pris dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Alors, c'est triste qu'il soit déjà libéré. Voilà. Mais c'est une grande première, un ex-président, on vit une époque absolument terrifiante. Alors, pourquoi est-il allé en prison? Pour association de malfaiteurs. Alors tout le monde fait « Ouais, mais quoi, c'était l'ancien gouvernement ?» Non, mais alors quand on lit la liste des malfaiteurs, dans les associés, par exemple, il y avait Klaus Guéant et Fritz Hortefeux. Pris la main dans le sac, hein. Bon, voilà. Alors en attendant son 3e procès, Big Malion, dépassement hallucinant des frais de campagne. Alors pour rappel, Sarkozy pour les gens de droite, hein. Il y a peut-être des gens de droite dans la salle. Il y en a? Voilà, vous pouvez lever. C'est pas une maladie, hein, vous savez. Hein, il y en a pas? Ok. Pour les gens de droite, Sarkozy était devenu le vieux sage de la droite. Alors, à la sortie du tribunal, dès le verdict rendu, je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est absolument... Il était accompagné par Carla, hein, Carla Bruni, qui elle se fendait la gueule, depuis le début, c'est pas l'opération qu'a loupé, avec des lunettes noires, vous avez vu, comme ça, elle sort du tribunal, comme ça, elle attendait la Palme d'Or. Non, il y a des fois, on se dit quand même, il y a des gens, vous savez, on parle souvent de déconnexion par rapport à... Là, on est au-delà. Alors, Sarkozy, qui, à la sortie du tribunal, est resté digne. Vous avez vu? Qui a déclaré « Je dormirai en prison, la tête haute. » Eh ben, pas sous la douche. Oh, j'aurais voulu être là. Voilà, mais alors, Carla Bruni, qui aurait également, mais là, c'est pas sûr, c'est à vérifier, déclaré à la sortie du tribunal « J'ai confiance en la justice de mon mari ». Alors, aussitôt le verdict rendu, évidemment, vous avez vu, sur toutes les chaînes de télé, de radio, dans tous les médias, tous les gens de droite, d'extrême droite, comme ça, et d'une très très grande partie des médias, a pris fait et cause pour Sarkozy. Oui, mais enfin quand même, un ancien président, bah oui, bah... Et tout le monde s'est mis à baver sur la justice, je vous le rappelle, le dernier rempart avant la dictature. Est-ce que vous avez des questions? Bien. Donc, Sarkozy qui est allé en prison le 21 octobre, à la santé, tant qu'on en a. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai retrouvé des notes, des déclarations de Sarkozy sur la justice avant qu'il y aille. Et là, ça prend une résonance
Alors, je vais vous en citer quelques-unes, ça va dans l'ordre croissant. Alors, Sarkozy, qui a toujours été, je cite, qui a toujours, condamné et fustigé le laxisme de la justice. Ça, c'est rien. On monte. Qui était contre la suppression des mesures d'aménagement. Attendez, on monte. Déclaration de Sarkozy, textuelle. La sanction doit être ferme et rapide contre les multidélinquants. Attendez, la meilleure est pour la fin. Quand un individu revient plusieurs fois devant un tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Pile poil. Alors évidemment, dès qu'il a été condamné, comme ça, reportage dans tous les médias, allez, vous savez, ces experts en expertise, spécialistes en spécialisation, qui nous expliquent la vie dans le poste. Là. Voilà. Reportage sur la cellule où il allait dormir, carré VIP à la santé, etc. Et là, on voit le reportage et dans les commentaires, tout d'un coup, la voix off, et il y aura également un petit lit pas très haut, fixé au sol. Ils ont pensé à lui. Voilà, alors évidemment, il va pas là-bas en terrain inconnu. Il connaît déjà le lieu. Il a été ministre de l'Intérieur. Moi, ça me fait rire. Bon, alors peut-être qu'il va aller là-bas dans la même cellule que Balkany, ou Klaus Guéant, ou Jean-Luc Lahaye. Hein, peut-être qu'il y aura des poupées chines dessinées sur le mur. Alors, on en parlera après. Alors... Sarkozy qui a déclaré, la main sur le cœur, qu'il voulait en profiter pour écrire un livre en prison, comme le capitaine Dreyfus. Et là, t'as juste envie de lui dire « Ta gueule !» Mon Dieu. Et là, le 21, le jour où il est rentré en prison, ses fils, bon, bah, ça peut se comprendre, hein, ont appelé un rassemblement le mardi matin devant son domicile, voilà, en parlant d'une blessure infligée à la nation. Voilà, ça devient christique. Oh, fouettez-moi. Voilà, ils étaient quelques centaines devant chez lui, là, à l'accompagner, à chier sur la justice, accompagné de Carla Bruni, toujours... qui se fendait la gueule, toujours. Voilà. Alors, il paraît, les médias nous l'ont répété, les spécialistes en spécialisation, nous l'ont dit, la première nuit, il a été réveillé par des prisonniers qui criaient et qui hurlaient. Ouais, bah oui, c'est la prison. Voilà. On va venger Kadhafi, rends l'argent, j'ai du botox pas cher pour ta gonzesse. Bon. Et alors, le tout, évidemment, pourquoi ils en parlent? Parce que c'était les prisonniers se sont filmés et ont envoyé ça sur les réseaux sociaux. Que fait le ministre de l'Intérieur? Eh ben, il est en prison. Voilà. Alors, rassurez-vous, hein, je dis ça pour les gens de droite dans la salle, il ne risquait rien en prison. Hein, parce qu'il était, je cite, incarcéré avec 2 policiers. Chargés de sa sécurité, mais eux, ils se coltaient, ils étaient dans la même cellule, juste à côté. Voilà. Et les mecs ont rien fait. Le procès Cédric Jubilard. Oui. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que d'après les médias, ce procès passionne la France. Voilà. Donc vous êtes la France, vous êtes passionné. Taisez-vous. Alors... 300 journalistes ont assisté au procès, alors que je vous le rappelle, ils n'ont pas assez d'argent. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Alors, l'affaire Cédric Jubilard. J'en parle parce qu'il a occupé les médias. À cause de vous. Souvenez-vous, l'affaire Jubilard, nous sommes en décembre 2020. Pendant le 2e confinement. Vous vous rappelez? Oh, qu'est-ce qu'on a ri. Delphine Jubilard disparaît. Comme ça, tout d'un coup. Putsch! Était-elle anti-vaccin? Pas de corps, pas d'aveu, pas de scène de crime, pas de preuve irréfutable, mais un faisceau d'indices. Voilà. Alors, est-ce que Klaus Guéant et Fritz Hortefeux étaient dans les parages? Affaire Jubilard qui passionne la France. Pourquoi? Parce que cette femme, Delphine Jubilard, c'est un petit peu le petit Grégory qui aurait grandi.
C'est pour vous que je fais tout ça, moi. Hein, Non, l'ambiance est anxiogène et angoissante à mort. Moi, il faut crever l'abcès, on s'en sortira jamais, hein, sinon. Hein. Les enfants, pensez que ça m'amuse, moi. Affaire Jubilard. Pourquoi passionne-t-elle la France? Nous avons un mari en passe d'être quitté. Un amant qui travaille dans un magasin de bricolage. Et tout d'un coup, crise de jalousie. Voilà. Eh ben c'est rare, ça. C'est original. Bien. Pourquoi la France est-elle passionnée? Mystère. Alors d'après le mari, interrogé par la police, on lui dit, mais pourquoi où est votre femme? Eh bien, il dit, elle a disparu. Dans la nuit. Comme ça. Putsch. Lui, il dormait. C'est normal. La nuit, on dort. Il n'a rien entendu, il s'est réveillé à 4h du matin, sa fille pleurait. Alors, la police lui a demandé. Enfin, comment elle a disparu? Eh bien, je sais pas. Elle serait sortie promener les chiens. Hein? Et puis elle a disparu. Avec son téléphone, jamais retrouvé, en laissant ses papiers, ses chiens, ses enfants, son travail, sa carte d'identité, ses lunettes cassées, sans aucune raison de fuir. La voisine a entendu des cris de femme pendant la nuit. Le gamin a vu ses parents se déchirer avant. La voiture de la femme a changé de sens toute seule dans la nuit. Un faisceau d'indices. Alors, Cédric Jubilard, interrogé par la police, dit, enfin, mais pourquoi votre femme aurait-elle disparu? Déclaration de Jubilard, textuelle. Tout ce que je vais vous dire dans cette revue de presse est vrai. C'est ça qui est drôle. Pourquoi serait-elle partie? Réponse de Jubilard, elle est peut-être partie pour le djihad. Pourquoi vous rigolez? Et là, la police, qui n'a pas ri, lui a dit, pourquoi elle aurait fait ça? Réponse, elle avait arrêté de manger du porc. J'ai envie de l'enterrer, a déclaré le mari à une copine 3 semaines avant la disparition. Aveu à un co-détenu, j'ai commis le crime parfait. Aveu à sa dernière petite amie, je l'ai étranglée. Ça fait beaucoup. Voilà. Les avocats de la défense ont du boulot, dit-on à ce moment-là. Est-ce qu'ils seront meilleurs que ceux de Sarkozy? Non, 30 ans ferme. Dernière bonne nouvelle, mais ça faut remonter quand même, c'est à Pâques. Vous vous souvenez? Bonne nouvelle. On est à Pâques. Les œufs, c'est une bonne nouvelle, les œufs, oui. Le pape t'a gagné un jambon. Le pape Abemus New Papam. Alors, oui, ça fait, oui, Abemus New Papam. Parce que il s'appelle Léon, celui-là. Léon. Voilà, Léon XIV, c'est son nom, c'est pas des centimètres, hein. Ah, imagine celui d'avant. François I. Jean 23. Alors. L'ancien nous a quittés, hein, rappelez-vous, François I, petite bite. La dernière fois qu'on l'a vu, vous vous rappelez, il était pas... c'est Jésus sur la croix avait l'air plus en forme, hein. Voilà. Et il est parti, parce qu'on critique souvent l'église. Hein? Moi le premier. Oh, l'église, tiens. Il est parti un lundi de Pâques. Quelle organisation. Voilà. Enfin bon, alors, un lundi de Pâques, est-ce que c'est bien ou... Bon, alors là, je parle sous couvert. Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Oui? Non mais attendez, chacun... C'est pas un virus? Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Oui, il doit y en avoir. Mais laissez-vous aller. Il n'y a pas de croyants, il n'y a pas de gens de droit, il n'y a personne dans la salle. Là, si l'hypocrisie était liquide, là, on aurait une piscine olympique. Hein. Alors, je parle sous couvert des croyants qui se cachent, comme à Bétaram. On en parlera après, arrêtez. Alors, il est mort un lundi de Pâques, on dit c'est bien. Alors, mort, le lundi de Pâques, donc, qui est le lendemain du jour de la résurrection de l'acrobate. Bon. Eh ben, il mourrait la veille, il serait peut-être toujours vivant. Merci. Alors, donc, l'ancien pape, François... Bon, je suis pas très clérical, ni croyant, bah, c'était pas le pire, hein.
Hein? Il était depuis le pape des migrants, des pauvres, plutôt écolo, le pape des homos. C'est lui qui avait déclaré une fois dans l'avion, je sais pas si vous vous rappelez, la pression, je pense, de l'altitude, à propos des homos, qui suis-je pour les juger? Vous en foutez, vous, c'est un pape! C'est énorme! Moi, je me suis dit, dans 6 mois, il suce. Bon, sinon, pas progressiste, mais bon, ça reste l'église, progressiste, mais au niveau des mariages des prêtres, pas question. Non, ils préféraient toujours que les curés se défoulent sur les scouts. Sur l'avortement, pape progressiste, François, l'avortement n'est pas un mal mineur, c'est un crime. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Sur l'euthanasie, n'en parlons pas. Ah, d'ailleurs, à propos d'euthanasie, je dis ça parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens dans la salle. La loi sur la fin de vie. Enfin, intéresser, pas tout de suite, mais prenez des renseignements quand même. Alors, et la loi sur la fin de vie, vous avez vu, est revenue à l'Assemblée nationale. En même temps que Bayrou, d'ailleurs. Et sur l'aide à mourir, hein, la loi qui est passée, vous avez vu, hein? Non, on y va tous, hein, de toute façon. Hein. Alors, il y aura, l'aide à mourir, 5 critères d'accès assortis, je cite, de conditions très strictes et très sévères. Voilà. C'est-à-dire qu'on va mourir en faisant le dossier. Voilà. Alors, revenons au pape. On a un nouveau pape, il y a eu un conclave, hein, voilà, très rapide, vous avez vu, hein. Ah, la fumée, pum. Alors, la question que les médias français se posaient, nos experts en expertise, spécialisation, spécialisation, voilà. Est-ce que ce pape va-t-il enfin être français? Non, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Le dernier, c'était Grégoire XI, il y a 700 ans. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait des chances? C'est comme le concours Eurovision de la chanson, hein. On est maudits. Alors, et comme maintenant tous les croyants sont pour la plupart en Afrique ou en Amérique du Sud, là, on s'est dit, le pape va-t-il enfin être noir? Ça aurait prouvé l'existence de Dieu. Et ben non, finalement, un bon blanc nord-américain, pour la première fois, Robert Francis Prévost, Bob le coiffeur. Ancien DRH du Vatican, 20 ans au Pérou. Ouais, mais qui a été missionnaire, enfin, ancien missionnaire, mais qui a changé de position. La dette. On est encore endetté, la dette française de retour. 3 340 milliards, on est endetté. Sans compter les bijoux. Hein. 3 340 milliards, donc il va falloir faire des économies. Hein. Vous avez bien compris ça, hein. Alors, lesquels? Alors, le ministre de l'économie démissionnaire de l'époque, dont on ne se rappelle plus le nom parce qu'il passe comme des paix, à ce moment-là, dit, concernant les économies à faire, je pense qu'il y a un chemin, mais je ne le connais pas encore. Et on en est encore là. Alors, total final de l'ardoise, Bayrou est encore là. Hein. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a ri. Alors, 3,8 milliards pour le réarmement, 40 milliards pour le reste, ça fait 43,8 milliards. Qui c'est qui est content? C'est Bibi. Alors, à cette époque, parce que, bon, là, après, le chiffre a changé, parce que, bon, on change beaucoup, nous, hein, comme les bébés. Alors, pour faire avaler la pilule, évidemment, sur la dette, rhétorique de la peur. Hein, peur, culpabilité. Et à ce moment-là, Bayrou, tragédien égocentré, fait cette déclaration terrible sur la dette. C'est la dernière station avant la falaise. Et là, t'as envie de dire, mais poussez-le. Eh ben, quelqu'un l'a poussé. Voilà, parce que là, à ce moment-là, on sent que Bayrou vit ses derniers instants. Voilà, sa vie tient à un fil. Il est étonnant, lui. Hein. C'est Bayrou, hein, quand même. C'est étonnant. C'est le mot qui, je ne sais pas. Il est. Vous avez vu le conclave des retraites à la fin, qui a été un échec, mais même pas un échec, c'est au-delà. C'est même pas une catastrophe d'échec. On a connu des échecs. Le conclave des retraites, c'est au-dessus. Et Flamanville, par exemple, Flamanville à côté, c'est un méga succès, vous voyez. Et ben pour Bayrou, le conclave des retraites est une réussite. C'est Forrest Gump. Pour lui, un airbag Takata, c'est un oreiller, vous voyez. Et faut dire que, bon, je ne vais pas prendre sa défense, mais bon, pendant tout le temps qu'il a été là, Bayrou a été emmerdé.
emmerdé par cette polémique. Polémique sur Notre-Dame de Bétarame. Bon, on va revenir un peu dessus, ça ne m'amuse pas, vous savez. Alors, qui lui a accolé vraiment comme un sparadrap l'école privée catholique. Hein, alors, je ne sais pas, peut-être dans la salle, des gens ont mis leurs enfants dans une école privée catholique. C'est possible? Il y en a qui ont mis leurs enfants dans une école... Non mais, je ne porte aucun jugement. Il y en a qui l'ont fait ou pas? Oui, bah voilà. Il y a des quartiers où il y a trop d'arabes, hein, vous savez. Hein, alors... Je ne porte pas de jugement. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez vos enfants dans une école privée catholique. Voilà. Sachez simplement que vous pouvez les enculer vous-même. J'aime bien ce moment parce que je connais la chute, moi, vous comprenez? Alors, donc cette polémique qui a collé au cul de Bérou, voilà, 208 plaintes pour violence et agression sexuelle à Notre-Dame de Bétarame, école privée catholique à côté de Pau, voilà, d'anciens élèves qui datent des années 50 aux années 90. Pendant ce temps-là, il se trouve que l'ex-premier ministre était président de région ou député, son épouse donnait des cours de catéchisme à l'école. Tout le monde dans la région semblait savoir. Une expression était même utilisée par tous les parents pour faire peur aux enfants. Si tu continues, je te fous à Bétarame. Tout le monde était au courant, sauf Forrest Gump. Et là, on apprend à ce moment-là que ces enfants, enfin 3 de ces 122 enfants, bah c'est un catholique, hein, à l'entrée de la maison, il y a marqué « No capote ». Hein. 3 de ces 122 enfants ont été scolarisés à Notre-Dame de Bétarame. Donc là, les journalistes, quand même, leur demandent, enfin, monsieur Bérou, votre femme a donné des cours de catéchisme là-bas, 3 de vos enfants étaient scolarisés, et vous n'étiez au courant de rien. Et là, Bérou fait une réponse. Mais les journalistes n'ont pas relevé. C'est un aveu. À ce moment-là, il fait cette réponse horrible, je cite textuellement. « Oui, mais ils étaient demi-pensionnaires. » Là, on apprend que la première dénonciation pour violence sexuelle à Notre-Dame de Bétarame date de 1961 pour un viol commis dans les années 50 par un prêtre, toujours en poste en 2025, un certain Henri Lamas, très connu dans la région, puisqu'on disait quand tu vois Lamas, t'en prends plein la culasse. Un peu de calme, s'il vous plaît. Bon. Ce fameux Lamas est mis en garde à vue en février 2025. Le courrier s'est égaré. Voilà. La fille, de François Bayrou a témoigné, même. Et à l'époque, elle dit qu'elle a été frappée par un curé. Voilà. L'abbé Lartiguet. Voilà. Mais pas à l'école lors d'un séjour de vacances organisé par Notre-Dame de Bétarame. Et là, quand même, tu dis, putain, merde! Non mais les parents, là, quand même! Un séjour de vacances qui s'appelle les gays montagnards. Tu laisses tes enfants aller là-bas, toi? Des parents de l'époque, voilà, qui ont culpabilisé après, quand même, il y a une mère, je vous cite la déclaration quand même, qui a fait « Effectivement, mon fils avait mal à la tête et au derrière en revenant de l'école, mais je n'ai pas compris. Je lui ai donné de la pommade anti-hémorroïde. À 11 ans. Là, je pense que c'est la maman qu'il faut enculer. » Voilà. Revenons à la dette. Mi-septembre. Mi-septembre, c'est le drame. L'agence de notation, vous savez que les agences de notation, Fitch, hein, la sorte de Fouch. Et Pooch Pitch. Fitch dégrade la note de la France. Nous sommes dégradés, ouais. La note de la France passe de A- à A+. Voilà. Suivi par l'agence Standard & Poor's, feu, qui nous dégrade aussi. La note passe de A- à A+. La France a perdu un A. Maintenant, c'est la France. Oh, ne riez pas, vous savez. Alors, nous sommes endettés de 3 340 milliards. À noter que l'épargne en France a battu des records. Vous avez vu, là, cette année ? On a 6 400 milliards d'épargne. C'est-à-dire le double de la dette. Et là, t'as envie de dire, hé, l'agence Fouch-Fatch, là, on peut payer 2 fois, là. Alors, hein.
Voilà. Alors pourquoi l'épargne en France bat des records? D'après les spécialistes en spécialisation, experts en expertise, les Français ne croient plus en l'avenir. Et là, tu fais ça, alors là, c'est étonnant. Voilà. Alors sinon, question d'aide, bon, si on compare par exemple, parce que le jour où la dette revenait dans le truc, dans le même journal, je tombe sur la dette d'Altis. Altis, vous savez qui c'est là? C'est SFR, hein, Patrick Drahi, tout ça, qui est une seule entreprise, hein, endettée de 24,8 milliards. Hein. Voilà. Alors 24,8 milliards, et comme ils peuvent plus plier, et puis que de toute façon ça va s'écrouler, la dette a été ce qui s'appelle restructurée. C'est-à-dire les créanciers, les banques en particulier, ont effacé 9 milliards. Taf là. Voilà. Trouvez ça normal, vous, c'est... Voilà. Et là, ça m'a rappelé cette phrase de Bernard Tapie, hein, un bel enculé aussi, lui. Alors, quand tu dois 300 € à une banque, t'es dans la merde. Quand tu lui dois 300 millions, c'est elle qui est dans la merde. Voilà. Et donc, c'est l'austérité. Hein. Quel que soit le Premier ministre qui va arriver, là. Attention, vous faites pas d'illusions, hein. Va falloir trouver du pognon. Bien. Alors, le débat du moment, ça a été, faut-il taxer les riches? Non! Mais vous posez même pas la question! Bande de trous du cul! D'après une grande partie de la classe politique, médiatique aussi, non! Non! Parce que nous, comme des abrutis, on se dit, oh ben faudrait prendre l'argent où il est, mais non! C'est trop ça important. Les sondages ont été faits à l'époque, des enquêtes d'opinion. Taxer les hauts patrimoines, plébiscité, 84% sont d'accord. Bon! Et là, tu fais, mais alors il... Non! Et ça, tu te dis quand même... Bon, les milliardaires sont beaucoup moins nombreux que les pauvres. Ok, hein? Mais ils possèdent les médias. Ce qui fait que quand ils parlent, on a l'impression qu'ils sont beaucoup. Voilà, je vais la garder, cette phrase, même si... Alors, et puis, alors, on parle souvent, oui, alors, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, mais les pauvres ont qu'à faire pareil. De toute façon, si on attendait sur les pauvres pour faire fortune... Mon Dieu. Et de toute façon, arrêtez de rire, les Français sont cons, voilà. Parce qu'on dit, ouais, c'est le bon sens, il faut prendre l'argent. Oh non! Parce que les conséquences, vous ne calculez rien. Heureusement qu'on est dirigé. Heureusement qu'on est dirigé par des gens qui sont par des visionnaires, on peut dire. Hein. Oh, mais non, mais parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, les milliardaires, si on leur prend leur argent? Ils vont partir? Hein, et vous allez faire? Oh, ben non! Ils vont partir avec leur camping-car, leur jet, avec les valises de liquide. Enfin, il n'y a plus de liquide maintenant. Une clé USB, paf. Ils vont partir, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils vont emmener leur argent, donc. Parce qu'ils étaient venus avec, vous vous rappelez? Le ruissellement, hein? Vous vous rappelez, depuis que Macron a été élu, tellement ça a ruisselé, à un moment donné, on a fait, oh, on va se noyer, là, tu vois, c'est... S'ils s'en vont, ça va faire l'effet éponge. On va s'assécher. C'est tout. Mon Dieu. Alors donc, il va falloir trouver du pognon. Chacun devra contribuer. C'est ce qu'ont dit tous les ministres de l'économie qui se sont succédés depuis 6 mois, les 32. Chacun devra contribuer. Surtout certains. Les malades, les chômeurs, les retraités, enfin les gens inutiles. Bon. Voilà. Alors, comment? Alors, à l'époque, Bayrou avait une idée, malheureusement. C'est parce que vous avez vu, ça a été le concours des idées les plus cons. Lui, il voulait les 2 jours fériés, vous vous rappelez? 2 jours fériés où on travaille, on n'est pas payé. Comme ça, tu fais. Ben oui, c'est une bonne idée, ça, tiens. Ben, tiens. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Alors, et d'après les sondages, même, les Français étaient contre cette idée. Enquête d'opinion, je vous fais le résumé. Hein. 84% des Français étaient contre, même ceux qui bossent pas. Et là, Bayrou, à ce moment-là, est au fond du trou. Personne ne le suit. C'est le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République. Du coup, il est tellement impopulaire qu'il se dit, c'est le bon moment, je vais demander la confiance. Non, parce que les mecs...
Il se censure lui-même à ce moment-là. C'est même de l'autocensure, on peut dire, comme les humoristes de France Inter. Voilà, ça c'est pour moi. Alors, bref, Bayrou, c'est fini. Et à ce moment-là, on dit que va faire le président de la République? Quelle décision va-t-il prendre? La plus mauvaise. Oui, mais laquelle? Et là, on se dit, mais va-t-il y avoir un Premier ministre de gauche? Voyez, même vous, oui. C'est ma deuxième meilleure blague de la soirée. Attendez, là, il y a une rafale. Et à ce moment-là, on se dit, mais la gauche est-elle prête à gouverner? Attendez, c'est pas fini. Voilà. Quelle gauche? La gauche rassemblée? Oh, la gauche! Ah! Nous avons en ce moment, mais ça fait un moment qu'on le dit, mais là, la gauche la plus pathétique du monde. Mais la droite fait un concours. Voilà, la droite qui... je sais pas quel mec de droite a déclaré il y a pas longtemps, je crois que c'est... je me demande si c'est pas Retailleau, que les trisomiques du monde entier nous envient quand même. Ou lui ou un autre, en parlant de la droite. La droite tente de renouer avec l'écologie. Voilà, c'est un peu comme un juif qui tente de renouer avec l'industrie porcine, vous voyez. Alors au centre, c'est pire, parce que c'est le mélange de la droite et de la gauche. On dirait qu'il y a tapis rouge pour... Si, c'est l'extrême droite, on est en train, on leur fait un tapis... Bon, mais, bon... Résultat, bon, Bayrou, out. Donc, depuis juillet 2024. Juillet 2024, c'est hier, On a l'impression que le temps passe très vite. Non, c'est hier. Vous vous rappelez? Les européennes, paf, le président de la République, son parti fait un score merdique. Lui, post-adolescent, fait un caca nerveux, puisque c'est ça, je dissolve. Derrière, Barnier est nommé. Ensuite, qui ne saute pas n'est pas Barnier. Yeah. Ensuite, c'est Bayrou. Qui ne saute pas n'est pas Bayrou. Roux. Et là, le prochain, on se dit, il en faut un qui a 2 syllabes. Le corps nu. Dès le départ, ça va pas. Voilà, le corps nu accepte finalement l'emploi saisonnier. Le corps nu, vous avez vu, le sobre, le discret, le corps nu, là, vous avez vu, tu le regardes, tu te fais chier. Alors le corps nu fait un discours de passation dans lequel il déclare: il va falloir des ruptures, et pas simplement dans la méthode, mais sur le fond. Oui, madame! Et c'est vrai que tu le regardes, le corps nu, tout d'un coup tu fais, c'est la rupture. Il y a un mot, tu le regardes, tu fais, pense à un mot, et tout le monde fait, rupture. Rupture, à tel point que le corps... alors là, bon, là j'ai un pâté. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, qui déclare après, oui, c'est... Non, mais j'arrive pas à me relire, bon. Le corps nu qui dit, je suis un Premier ministre faible. Vous avez vu, c'est mignon, ça? Non, je voudrais pas faire du délit de faciès. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on sent, le mec, on sent qu'il en a chié à l'école. Et pas qu'à l'école, à mon avis. Voilà. Alors sinon, premier exploit de le corps nu, Premier ministre, il n'a encore rien fait, rien dit, vous vous rappelez, paf, manifestation. On n'avait jamais vu ça. Et il y a eu un mouvement aussi, Bloquons tout, vous vous rappelez de ça? 10 septembre, Bloquons tout, c'est un mouvement, on leur a demandé, mais vous voulez faire quoi? Bloquer. Mais bloquer quoi? Tout. Mais tout quoi? Tout. Alors, qui sont ces gens? Alors, c'est un mouvement sans leader, on nous a dit. Alors, au niveau des revendications, bon, ça part dans tous les sens, mais ils veulent bloquer. Bloquer quoi? Tout. Tout quoi? Tout. Par exemple, ils disent, 10 septembre, on va tous retirer de l'argent en masse pour bloquer le système. Voilà. Sauf que, bon, c'est tous des pauvres. Non, il leur faut un leader. Voilà. Pourtant, le corps nu, à ce moment-là, avait déjà lâché l'idée, les jours fériés, vous avez vu, il a dit non, c'était une idée à la con, pof. Du coup, Bayrou avait manifesté tout seul à Pau. Voilà. Et bon, attention, on critique le corps nu, mais c'est pas facile, mettez-vous à sa place. Non, le faites pas. Mais il a la pression de tous les côtés, voilà. Et après, la confiance de Bayrou, il demande la confiance. Le corps nu qui déclare « Je n'utiliserai pas le 49.3 ». Et là, tu fais, c'est un suicide. Voilà. Il met 3 semaines, c'est là que ça va devenir « Attention ».
accrochez-vous au pinceau, on arrache l'échelle. 3 semaines pour pondre un nouveau gouvernement. Nouveau gouvernement qui, effectivement, souvenez-vous, incarne la rupture, mais alors, totale. On n'avait jamais vu ça. C'est les mêmes. Et alors, moralité, on ne change pas une équipe qui perd. Et dans ce gouvernement, il y a... Alors, recyclage d'ordures, comme Rachida Dati. Voilà, oui, on s'en fout. J'en ai plus rien à foutre, moi, vous avez remarqué, hein, qui sera jugé, vous avez vu, hein, en septembre 2026, mis en examen, hein, jugé le tribunal, septembre 2026, pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, en même temps, au tribunal, elle sera en même temps que Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, hein, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a ri aussi, hein, qui va sûrement arriver du Liban dans un étui à contrebasse. Alors... arrive au gouvernement, mais là tu fais, les gars, Éric Woerth, qui était au tribunal 1 mois avant, hein, avec Sarkozy, et Bruno Le Maire. Et là tu fais, mais c'est la rupture. Prof de déficit à Lausanne, il est nommé ministre de la Défense. Et la droite fait un caca nerveux, dit « Ouais, on nous a pas prévenus pour Le Maire !» Retailleau, « Ouais, putain !» C'est la rupture. Bruno Le Maire, dès qu'il est nommé, prononce cette phrase, une déclaration qui va devenir historique. Ah, quand il le dit, il ne se rend pas compte. Il déclare « Je vais essayer de faire le mieux possible, ça durera ce que ça durera. » 15 heures. Un papillon vit plus longtemps. On bat un record. Mais depuis 2017, on ne bat que des records. Donc du coup, le cornu démissionne, il fait un caca nerveux aussi, c'est un virus macroniste. Alors, après la démission, normalement, on s'en va, hein. Vous êtes d'accord, hein? Normalement, t'as démissionné, tu t'en vas. Tu fais « Ah, j'ai démissionné, je m'en vais ». Lui, il reste, lui. Pour mener, je cite, d'ultimes négociations. Ça devient baroque. À ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau Premier ministre? Redissolution? Démission du psychopathe? Que va faire le président de la République? Oh, toi, Seigneur, accepter ses erreurs. Oh, il reconnaît plus facilement la Palestine que ses conneries. Alors, finalement, un nouveau Premier ministre est nommé. Et là, c'est du jamais vu. Là, on n'avait jamais vu ça. Et là, tu te dis, il arrive à nous surprendre, putain. Le même. Là, tu fais, moi j'ai fait chapeau. Là, vraiment, j'ai failli arrêter le spectacle, moi. Non, parce que même moi, je l'aurais même pas inventé, là, ce soir. Hein, eux le font. Le cornu succède à le cornu. Passation de pouvoir, hop. Première phrase de le cornu dès qu'il est nommé. Si les conditions n'étaient plus remplies de nouveau, je démissionnerais. Alors, comment maintenant obtenir on est un nouveau gouvernement, le cornu. Comment obtenir une majorité sans la droite? Si la droite veut plus y aller, malgré qu'il y retourne. Oui, mais c'est normal, ça, hein, Alors, eh bien, comment obtenir la majorité? Les socialistes, bien sûr. Est-ce qu'il y a des socialistes ce soir dans la salle? Ne levez pas la main. Des socialistes dans la salle. Donc, sur une idée d'Elisabeth Borne, to be alive. Pour amadouer les socialistes, elle dit, il n'y a qu'à suspendre la réforme des retraites. Pan, un tabou tombe. Voilà, j'ai cherché une contrepétrie, j'ai pas trouvé. Voilà. Et là, à ce moment-là, rappelez, c'est un tabou, c'est un totem, hein, la retraite. Hein. Voilà. À ce moment-là, Macron, qui a donné son accord, finit par dire « Oui, le cornu a voulu dire que la réforme des retraites serait décalée. » Et là, tout le monde lui fait « Ferme ta gueule !» Voilà. Alors, est-ce une suspension sous condition, un décalage suspendu conditionnel, une condition de suspension du décalage? Mais tout est dans les mains des socialistes qui d'un coup redeviennent importants et même eux n'en reviennent pas. Mélenchon fait la gueule, c'est son métier. C'est un fait-la-gueuliste pro. Alors, et finalement on se dit, mais putain, le but de tout ça c'est quoi? Eh ben je pense que le gouvernement pense à nous.
Dans cette époque morose, il veut nous distraire. Là, on va ouvrir un gros dossier. Alors, Donald Trump. Non, arrêtez. Gros dossier. Alors, moi, je vais vous surprendre, mais je l'aime bien. J'aime bien parce que il y a un côté, on sait pas trop. Enfin, on sait, hein. Mais pas trop, tu vois, Alors, il est fort quand même. D'abord, c'est un mec, quand il a été... D'abord, il a été élu. Et quand il a été élu, l'économie américaine se portait très bien. Vraiment. Il a été élu dans un bon contexte. Tout, comme disent les spécialistes, tous les voyants étaient au vert pour l'économie. Bon, nous, on se rend pas compte, mais ça allait bien. Donc, comme c'est un mec d'extrême droite, qui fonctionne sur l'angoisse, la peur, la merde, comme ça, il a été obligé de faire croire aux électeurs américains, qui sont pas tous... Il y a beaucoup de doudous cross-bitume là-bas, hein, que c'était la merde, et finalement, ça va l'être à cause de lui, et il va finir par avoir raison. Voilà. Quant à lui, vous avez vu, j'ai vu ça avant-hier dans le journal, sa fortune depuis un an, depuis qu'il est élu, hein, vous avez vu, sa fortune a augmenté de 3 milliards de dollars. Sans conflit d'intérêt. Comme ça. Voilà. Comme la disparition de Delphine Jubilard. Puf. Voilà. Et visiblement, il prend des décisions en fonction de ce qu'il va gagner. Toute sa famille le suit, participe aux bénéfices, comme ça. Et derrière, les pauvres votent pour lui. C'est pour ça qu'on les appelle les pauvres cons. Voilà. Alors, son véritable ennemi à Donald Trump, c'est... Alors, plus que l'Iran, hein. L'Iran, on va en parler après. C'est le wokisme. Le wokisme, alors ça, il peut pas... Il supporte pas. Je dis, bah, quand même. Tu vois, pas aimer Laurent Wauquiez à ce point-là, franchement, c'est... Alors, dans le tombereau de délire, d'âneries et de conneries que Trump a déclaré depuis le début, là où c'est étonnant, c'est pas les âneries qui déclarent, c'est que les médias, pas que les nôtres, hein, ça va mal dans le monde entier, hein, reprennent toutes ces conneries. C'est-à-dire, Trump, il parle comme il pète. Et des fois, il sait plus s'il a parlé ou pété. Tu vois ? Et dans le monde entier, dit qu'il a pété une connerie. Tout le monde organise sur tous les plateaux de radio, de télé, des déclarations, des débats, des polémiques autour de ce qu'il a dit, etc. Mais ça, dans le monde entier. Évidemment, mettez-vous à sa place, ça doit être quand même... tu vois, il se lève le matin et dit « Qu'est-ce que je pourrais chier ce matin, tiens ?» Et on reprend. Alors, il y a eu tout. Et bon, reprenons simplement la paix en Ukraine en 24 heures. Bon, ça nous a toujours paru rapide. Voilà. Alors, le point sur l'Ukraine. Alors, c'est bientôt la saison 4. Bon, on s'ennuie un peu, mais c'est toujours pas déprogrammé. Alors, laissez-vous aller, là, franchement. Il y a des Ukrainiens dans la salle, là ? Bah, j'espère pas, parce que sinon... Alors, malgré l'avis de nos spécialistes, nos experts en expertise, tout ça, la Russie, enterrée 20 fois, vous vous rappelez, hein, Poutine qui n'y arrivera pas, etc. La Russie progresse de jour en jour. Trump s'impatiente avec Poutine, vous avez vu. Poutine qui a tendance à prendre un petit peu Trump pour un con. Peut-on lui en vouloir ? Alors, il y a eu des avancées. Attention, essayons d'être positifs, parce que sinon on s'en sortira pas. Il y a eu une réunion Trump-Poutine en Alaska. Vous vous rappelez ? Voilà, en Alaska. Alors, ils sont sortis de là, ils se font... on est d'accord, tous les deux. Voilà, et on lui a dit, mais Zelensky, ta gueule, et on est d'accord, tous les deux. Voilà, la Russie occupe 20% du territoire ukrainien, et Trump a proposé des échanges de territoire. Voilà. À Kiev, la rue de Belleville. Et en échange, Moscou aura l'avenue de Breteuil, le boulevard des Capucines, le boulevard Haussmann, la rue de la Paix, les Champs-Élysées, les 4 gares. Voilà. Alors le président ukrainien a fait « Ah bah non, il a refusé !» Normal, c'est un nazi. Je vais peut-être l'enlever, ça. Alors, ensuite, il y a eu une réunion Trump-Zelensky et Union européenne. Là, c'est très important. Parce que le rôle de l'Union européenne... Attention! Ça, c'était le 18 août. On avait peur que ça se passe mal, parce que vous vous rappelez, la première fois,
La réunion de Trump, Zelensky à la Maison-Blanche, vous vous rappelez? Le clash, l'humiliation, le piège tendu. Zelensky qui arrive là-bas avec Vance le taré, comme ça, et les deux qui sont là, dis donc, tu t'habilles comme un sac, trop du cul, tu pourrais dire merci. Et là, on voit que l'Amérique, Trump, là, laisse tomber l'Ukraine comme une vieille chaussette. Et à ce moment-là, on se dit, l'Europe va se retrouver toute seule devant Poutine. Qu'est-ce que l'Europe va dire à Poutine? J'ai trouvé, moi. Parce qu'en mettant en situation comme ça, j'ai trouvé qui était l'Europe. Qui me rappelle un vieux comédien français mort il y a longtemps. Vous allez voir tout de suite. L'Europe se retrouve seule devant Poutine. Qu'est-ce que l'Europe dit à Poutine? Oh bah dites donc! Ah bah d'abord la Crimée, après l'Ukraine, pourquoi pas mon vélo? Et finalement, deuxième réunion à la Maison-Blanche, Trump, Poutine, Union Européenne, tout s'est bien passé. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Mais l'Union Européenne, je cite, fait bloc derrière Zelensky. Fait bloc, quoi. Fait tâche. L'Union Européenne reste ferme dans la mollesse. Alors, et à ce moment-là, on commence à se dire, mais quand est-ce que l'Union Européenne, c'est-à-dire nous, hein, quand est-ce que l'Union va se réveiller? Quand est-ce que... Hein? Eh ben, paf! Rebondissement! On est au mois de septembre! Et là, tout d'un coup, la présidente de l'Union Européenne, Van der Leyen, et notre président de la République, oh toi, Seigneur, font une déclaration commune. Je sais pas si vous vous rappelez. L'Europe est prête. Alors, des gens ont fait, c'est pas possible. Voilà. Virgule, à envoyer des troupes au sol en Ukraine. C'est pas bien, on n'en revient pas. Et puis après, vous savez, c'est comme les contrats d'assurance. Il faut lire tous les alinéas. Voilà, alors comme les médias le font pas, je les fais à leur place. Donc, je relis la phrase. L'Europe est prête à envoyer des troupes au sol en Ukraine. Hop. Alors, l'Europe, c'est 6 pays sur 27. Prête, c'est-à-dire quand le conflit sera réglé. Voilà, au sol, oui, mais pas pour se battre, pour garantir la sécurité. Est-ce que vous avez des questions? Et là, évidemment, depuis, Poutine a peur. Et il fait, comme il a fait depuis qu'il est là, des tests. Il a fait ça en Tchétchénie, en Crimée, en Syrie. Il a, là, envoyé, vous vous rappelez, quelques drones au-dessus de la Pologne. Hein, vous avez vu? Comme ça, pour tu vois, voilà, oui, je parle couramment. Alors, il faut s'y mettre, hein, de toute façon, quand ils vont être là. Hein. Alors, les drones, pas ceux qu'on s'offre à Noël, hein, des trucs de 3-4 mètres, là. Et quand il a envoyé les drones au-dessus de la Pologne, vous avez vu la réaction de l'Europe? Vous avez entendu l'Europe? Alors là, attention, je vais vous le faire, mais c'est un peu violent. Hein. L'Europe a fait... Oh bah, dis donc! Voilà. Alors là, d'un coup, la France a envoyé, suite à ça, décide d'envoyer 3 Rafales, les avions. Vous voyez? Alors, vous me direz pourquoi 3? Parce qu'il nous en reste 3. Voilà, les autres marchent pas ou se rentrent dedans. Des Rafales et ensuite des avions russes ont survolé l'espace aérien, violé même, l'espace aérien estonien, des drones au-dessus de la Lettonie, de la Roumanie, de l'Allemagne, de la Norvège, du Danemark, et des drones, il envoie, vous avez vu les images des drones lumineux, pour qu'on les voit bien, hein. Et tous ces drones seraient partis, je sais pas si vous vous souvenez, ce qu'on appelle un navire fantôme, dans la mer Baltique. Enfin, un fantôme, 240 mètres de long quand même, un gros fantôme. Voilà. Un bateau pirate, ce qu'on appelle pirate, parce qu'il change tout le temps de nom, comme les iPhones. Et ces drones sont lancés depuis ces navires fantômes qui transportent en même temps du pétrole pour financer la guerre en Ukraine. Vous suivez, hein? Bien. Et on se dit, mais pourquoi ils font rien? Et là, on apprend qu'un de ces bateaux a été arraisonné au large de Saint-Nazaire. Vous vous rappelez de ça? Et là, on fait tout d'un coup, voilà, ça va chier. Là, attention! Là, on fait, oh là là! Et figurez-vous que le bateau est reparti 3 jours plus tard. Mais attention,
Le commandant du navire est convoqué au tribunal en février. Voilà. Et derrière, déclaration de l'Union européenne, attention à ne pas surréagir. Sinon, l'Europe, ça y est, a compris. Vous avez vu? Non, bah vous n'avez pas vu alors. Hein. L'a compris parce que l'Europe est passée en économie de guerre. Vous avez vu? Ça va falloir vous y habituer. Ouais, rigole au fond, toi. En économie de guerre, le budget total de l'Europe au niveau armement-réarmement est passé, vous avez vu, à 800 milliards. 800 milliards. Et chaque pays, en dehors de l'Europe, va aussi se réarmer. Voilà. La France, elle, va se réarmer à un niveau de 25 milliards. Voilà. OK? Alors là, on a dit, mais on n'a pas bien compris. Et le ministre de l'économie a répété. 25 milliards. Voilà. On n'a toujours pas compris. Ah 25 milliards. Voilà. Finalement, c'est 3,8 milliards. Voilà. Alors, pour nous faire gober les dépenses militaires, quoi de mieux que d'utiliser ce qui marche toujours le mieux pour la dette, pour tout, là, utiliser la peur. La peur. Et là, il y a eu, je vous en parle parce que c'est la première fois, les médias en ont très peu parlé, c'est étonnant, l'intervention du chef d'état-major des armées. Je ne sais pas si vous pouvez regarder son intervention sur Internet. C'est la première fois qu'on voyait ça en France. La Grande Muette, hein, qui intervient dans les médias pour nous dire que, avec une carte, vous verrez, il y a une carte avec tous les conflits dans le monde, comme ça, et là, le mec nous montre, et il y a en ce moment dans le monde 120 conflits. Vous étiez au courant, vous? 120. Voilà. Alors, il y a plein où c'est des noirs, on s'en fout. Hein. J'ai dit une connerie, là. Et donc, la guerre est partout, nous dit-il, dans l'espace aussi. Il y a une menace terroriste avec le Proche-Orient et le Moyen-Orient, existentielle avec la Russie. Et à la fin, donc, le militaire finit en disant « Il ne s'agit pas de faire peur aux Français ». Le lendemain, notre président de la République, « Oh, toi, Seigneur !» fait cette déclaration magnifique. Vous savez, quand il est pathétique comme ça, c'est-à-dire tout le temps. Jamais la liberté n'a été aussi menacée depuis 1945. Ça vous paraît normal, vous, ça, comme... Ben oui. La guerre est finie en 45. Il aurait dû dire depuis 39. Oh, vous m'énervez. Ça prouve que vous ne l'écoutez plus. Donc, vous avez raison. Alors... Macron, bon, faut dire le pauvre. Vous avez vu, il est tout seul, puis personne l'écoute. Les gens l'évitent. Les chefs d'État des autres pays l'évitent quand ils le rencontrent. Oh, ça y est. Tout seul, puis personne l'écoute. Il a une cote de popularité. Il va battre l'impopularité de François Hollande. C'est vous dire. Trump se fout de sa gueule, vous avez vu? En Égypte, il y a un sommet international, il y a une photo comme ça, et puis là, Trump qui regarde à côté de lui, qui fait « J'ai du mal à y croire. Dis donc, Emmanuel, t'es pas là, tu te fais discret aujourd'hui. » Et là où c'est le pire, c'est que tous les autres rient. C'est terrible. Il est abandonné, seul, le soir à l'Élysée, avec un travelot. On n'a pas de preuves. Voilà. Sinon, Trump, il y a aussi le feuilleton des droits de douane avec l'Union européenne. Alors là, bon, c'est fini, mais on va reprendre quasi depuis le début. Rappelez-vous, au mois d'avril, Trump nous sort un tableau avec tous les punis. Vous vous rappelez? Comme à l'école. Voilà. Et là-dessus, on apprend qu'on a quand même un président ultra-libéral, hein, et hyper interventionniste. Voilà. C'est un peu un Mao capitaliste. Voilà. Avec, et là, droit de douane, l'Union européenne prend 25%. 25% de droit de douane. Réaction de l'Union européenne. Alors là, attention, parce que là, ça a été sévère. Hein. 1. Oh bah, du donc. Voilà. Et voilà que, à cette annonce-là, l'économie mondiale chancelle, les bourses chutent, comme chez les vieux.
Et puis finalement, Trump change d'avis, ce sera 10% pour tout le monde pendant 90 jours. Sauf la Chine. Parce que la Chine, qui résiste, lui. Et là, Trump fait, pour la Chine, ce sera 104%. Et là, les Chinois se dégonflent pas, ils font, notez. Alors Trump fait, et ben finalement, pour la Chine, ce sera 125%. Et les Chinois, ils font, notez. Rappelez-vous, c'est monté à 240%. Les Chinois ont fait, notez. Et puis finalement, Trump change d'avis. Ça me rappelle, Trump change d'avis. C'est un peu ce proverbe, vous savez, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà, il n'y a que les cons qui changent d'avis tout le temps aussi. Alors, et sur la Chine, il dit, parce que ses copains, ses milliardaires qui l'ont financé pendant la campagne, lui disent Donald, t'es gentil, mais les smartphones et les ordinateurs qu'on vend au couillon, ils sont fabriqués en Chine, alors tu peux... Bah, d'accord, ok. Sinon, la prochaine fois, le mec, il vise bien. Hein. Finalement, les bourses remontent, comme chez les jeunes. Patatras, Trump change à nouveau d'avis, 50% sur l'Union européenne. Les bourses rechutent, les vieux reviennent à la mode. Moralité, comme disait l'abbé Pierre, il faut arrêter de vivre au rythme de nos bourses. Et finalement, comme au début, on se dit, la stratégie est claire, marketing première année, un gamin de 12 ans comprendrait. Voilà, tu dis, oh, je vais augmenter de 40%, tu baisses de 20%, et tout le monde fait, on a gagné 20%. Voilà, et ça a l'air très con, mais ça marche. Et là, on se dit, moi je me disais, l'Europe va prendre plus 10%. Non. Mieux, on a pris plus 15% de droits de douane, sans augmenter les nôtres. Pour l'Union européenne, je cite, c'est un bon accord. Ah bah dis donc. Voilà, c'est pas tout, l'Union européenne devra dépenser 750 milliards d'achats d'énergie aux États-Unis, plus 600 milliards d'investissements en plus. Réaction finale de l'Europe, il vaut mieux un accord que pas d'accord du tout. Ouais. On fait à peine mieux que le Vietnam. On est des nems. Le ministre de l'économie de l'époque, dont on ne se rappelle plus le nom, hein, parce que maintenant ils sont de passage, déclare, à partir de là, nous allons basculer dans un monde de prédateurs. Et l'Europe va rugir. Ah bah dites donc. Alors maintenant, le feuilleton, oui, c'est Trump et les chercheurs américains. C'est un peu la synthèse du résumé de tout. Parce que notre président, oh toi Seigneur, aimez-les. Alors, Trump, vous avez vu, a coupé les budgets de la recherche aux États-Unis, mais bien coupé, hein, il a coupé le robinet aussi. Pas que la recherche, hein, sur les minorités, les genres, le sexe, sur les migrants, vous avez vu, il déploie l'armée à Los Angeles, à Washington, il veut rouvrir Guantanamo, Alcatraz et Crocoland. Bref. Il coupe les robinets de la recherche. Aussitôt, notre président de la République, qui se sent seul avec maman, dit aux chercheurs américains, venez chez nous. Et là, tout d'un coup, tu fais... J'ai recherché dans mes notes, j'ai dit, on en est où de la recherche, nous, en France, nous? Voilà. Parce que nous, on était plus habitués, vous vous rappelez, hein, la recherche en France, on est plutôt habitués à la fuite des cerveaux, nous, hein. Ça partait dans l'autre sens. La preuve, il nous reste Retailleau et Le Maire. Donc, voilà. 15 000 diplômés des grandes écoles françaises, hein, quittent le pays tous les ans. Au moment où notre président, post-adolescent psychopathe, fait son annonce, 400 millions d'euros, la veille, hein, ou l'avant-veille, sont supprimés par décret, hein, vous pouvez vérifier, à l'Assemblée nationale, plus les 1 milliard déjà supprimés. La majorité des universités françaises sont en déficit toute l'année, et là, on dit aux chercheurs américains, venez. On n'a pas une thune. Alors évidemment, il a raison, Macron, il vaut mieux faire venir des cerveaux que garder Doudou Cross-Bitume. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Il va falloir qu'on trouve de l'argent qu'on n'a pas. Bon. Et là, Macron a raison, je suis désolé de le dire, mais il faut des chercheurs. Ah sinon, il y a eu Trump à l'ONU aussi. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, vous pouvez toujours voir le discours, c'est... voilà, mais je vous fais une synthèse.
Trump à l'ONU. Monde, je t'emmerde. ONU, je t'emmerde. Européens, je vous emmerde. Le réchauffement climatique, je t'emmerde. Et il finit par cette phrase magnifique. Tout le monde dit que je devrais avoir le prix Nobel de la paix. L'ambiance générale est merdique, vous avez vu ici, ailleurs. Et on n'a pas parlé du Moyen-Orient, là. Bon, alors, Proche-Orient. Alors, bon, il y a eu l'Iran, vous vous rappelez la guerre éclair en Iran, la guerre de 12 jours. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. À ce moment-là, on a flippé, tous dans le monde entier. Hein. Mais vous avez oublié, vous savez. Israël a attaqué l'Iran le 14 juin, l'opération Rising Lion. Des frappes chirurgicales sur une centaine de sites sensibles en Iran, qui n'ont pas tué que des chirurgiens. Bon. Tout ça, alors frappe chirurgicale, vous vous rappelez, en Iran, pour neutraliser la menace nucléaire iranienne. Pourquoi? Parce que d'après des sources sûres, quasi sûres, presque quasi sûrement sûres, enfin presque, mais quasi. L'Iran, je cite, était en mesure, avait assez d'uranium enrichi pour fabriquer 9 bombes atomiques d'ici à la fin de la semaine. Tu fais putain. Et là, on sait pas si c'était vendredi ou samedi. Mais comme il s'agit d'Israël, on s'est dit, bon, vendredi, sûrement. Oui, je n'ai plus aucune limite, je vous dis pas. Alors, je passe déjà plus dans aucun média, donc ça changera rien. Oh, alors, évidemment. Alors, les ingénieurs là-bas, vous vous rappelez, les frappes chirurgicales, physiciens nucléaires, commandants, dignitaires du régime, sont pilonnés, tués. Les services de renseignement connaissent l'adresse de tout le monde, les habitudes alimentaires, les rendez-vous, ils connaissent tout. Les gardiens de la révolution sont infiltrés de partout. Le Mossad, il faut quand même le reconnaître, service de renseignement israélien, est quand même le meilleur du monde. On est d'accord. Sauf les 7 octobre. Bon. La question qu'on peut se poser maintenant, je n'ai pas la réponse, Attention, question philosophique. Est-ce que ce serait pas le Mossad qui a donné l'idée aux gardiens de la révolution de fabriquer une bombe nucléaire pour pouvoir les attaquer derrière? Vous saviez pas qu'on est arrivé à ce niveau-là ce soir, Ok. Alors, l'attaque d'Israël, à ce moment-là, souvenez-vous, hors, je cite, toute convention internationale, c'est-à-dire l'attaque est hors la loi. Bon, d'ailleurs, Poutine, je cite, condamne les frappes israéliennes qui violent la charte des Nations Unies. Et là, tu fais, j'en ai marre, moi. Bon, d'un autre côté, on critique beaucoup Israël, mais le guide suprême iranien, là, qu'on sort de temps en temps de l'EHPAD, là, pour mettre devant un rideau pourri, là, orange. Vous avez vu, là, qui fait ses déclarations, là. Avec la couronne de génie, bientôt, là. Depuis le début, il dit qu'il veut la mort d'Israël. Il cherche un peu. Non mais, imaginez que demain il prend la parole, il dit « Je veux la mort de la France ». Qu'est-ce que vous allez dire? Ah bah dites donc. Oh, j'en ai marre, moi, vous m'énervez. Et d'un autre côté, tu regardes par exemple le Pakistan, un peu de géopolitique, qui est pas très loin, le Pakistan, un côté qui possède l'arme nucléaire, voilà, qui est aussi une république islamique, ok? Bon, qui veut aussi la mort d'Israël, mais ils ne font que le penser. Je vais l'enlever ça. Alors, entre-temps, Trump a changé d'avis, comme les cons, et décide de les bombes perforantes, vous savez, il envoie sur Israël, sur les sites atomiques. Et là, on se dit, va-t-il y avoir un embrasement dans la région? Voilà, la réplique de l'Iran, les gardiens de la révolution qui font cette déclaration, le feu du ciel va s'abattre sur vous. Quant à la réponse à l'Amérique, elle sera, je cite, les gardiens de la révolution, puissante et dévastatrice. Le lendemain, ils envoient 3 bombinettes sur une base américaine au Qatar qui cassent 2 chaises. Et ils préviennent la veille pour pas en casser 3. Voilà. Et là, je ne sais, à ce moment-là, je sais pas vous, mais t'as ce réflexe de dire, mais cette impression, vous savez, de déjà vu, déjà entendu, déjà, vous savez, ce jour sans fin comme ça, surtout dans la région, l'Irak, la Syrie, la Libye, décrits très souvent, vous vous rappelez, par les médias comme des pays très dangereux, lourdement armés. Ça vous, l'Irak, vous vous rappelez, les armes de destruction massive. Oh,
Hein, vous vous rappelez, les Américains qui sont allés vérifier, ils ont trouvé 3 couteaux rouillés. L'Afghanistan aussi, Ben Laden, dans un autre registre, qui sont réfugiés en Afghanistan et qui était à l'intérieur des montagnes, vous vous rappelez? Dans des couloirs avec des murs de 100 mètres d'épaisseur, lourdement armés à l'intérieur. Il y avait des dessins dans le monde entier, vous vous rappelez? Alors que finalement on l'a retrouvé dans un pavillon au Pakistan avec sa femme et ses enfants en train de regarder la petite maison dans la prairie. Bon, et puis maintenant, bon, je l'ai mis à la fin parce qu'en général ça fout la merde. Le conflit israélo-palestinien. Non. Mais là, vous avez remarqué, on ne peut pas en parler de ça, hein, c'est un truc qu'on ne peut pas. Voilà, dès que t'en parles, comme ça tu fais... Non, je voudrais aborder le conflit... Je voudrais le résumé de 2 mecs qui parlent du conflit israélo-palestinien. Moi, je pense que... Ah non! Bah attends, j'ai encore rien dit. C'est pire. Bon, allez, soyons positifs. Dans la région, il y a du mieux. Faites un effort, parce que sinon, là, on n'y arrivera jamais. D'abord, il y a eu le 22 septembre, vous vous rappelez, la France, pas toute seule, hein, l'Australie, le Royaume-Uni, le Portugal, le Canada, la Belgique, le Luxembourg, la France a reconnu l'État palestinien. Hein. Ok, vous en foutez, vous, hein, c'est à l'ONU, voilà. Alors, évidemment, ils ont reconnu l'État palestinien le jour du Nouvel An juif. Là, non mais franchement, il y a des moments où tu dis, les gars, regardez le calendrier, parce que... Il n'y a pas un stagiaire qui est venu leur dire « faisons ça le lendemain ». Tu vois, alors, bon, on désespérait là-bas un peu de ce conflit sans fin, etc. Et finalement, voilà que Trump a un plan. Pas la Riviera, un plan pour la paix. Et c'est la trêve à Gaza, vous avez vu. Le gouvernement d'extrême droite israélien et le Hamas acceptent les plans. Bon, ils sont obligés, hein, sinon... Voilà, et alors bon, pour l'instant, ni le Hamas, ni le gouvernement d'extrême droite israélien ne veulent la paix, ni l'un ni l'autre ne veulent se reconnaître, le Hamas ne veut pas désarmer, le gouvernement d'extrême droite quitter Gaza, le Hamas ment, le gouvernement d'extrême droite aussi, sinon ça va. Voilà, alors Trump devient tout d'un coup le héros de la paix, vous avez vu? Le héros de la paix, c'est le Messie, ils attendaient le Messie, voilà, il est gros et blond. Le Messie, reconnu à la Knesset, vous avez vu, c'est Trumpman. Voilà. Trump, le faiseur de paix. Alors, j'aime bien le faiseur de paix, sauf chez lui. Hein. Chez lui, il fout la merde, hein, vous avez vu. Hein. Et le faiseur de paix. Et le Venezuela aussi, vous avez vu. Venezuela, il commence à balancer des bombes, comme ça, mais sans faire exprès. Il dit, oh merde. Voilà. Parce qu'il dit, oh ben non, on s'attaque aux trafiquants de drogue vénézuéliens. Le cartel du Venezuela, qui est hyper connu dans le monde. Enfin, faites un effort, merde. Le cartel du Venezuela, en drogue, et vous avez vu, il balance des bombes sur les trafiquants de drogue et il se rapproche de plus en plus de la terre et à un moment donné, pof, Maduro, pas fait exprès. Voilà. Alors donc Trump, Trump est un peu ce qu'on appelle une colombe, mais qui chie sur tout le monde. En Syrie, ça va mieux. Faites un effort, parce que en Syrie, ça va mieux. Là, maintenant, la Syrie, tout le monde s'en fout, hein, évidemment. Et alors, 7 mois après, j'ai pioché un peu à droite, à gauche, je vous fais une synthèse de la situation en Syrie. Bon, alors, financièrement, nous, à côté, c'est la fête du slip. Un quart de la population est sans emploi, 90% en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont bombardés régulièrement par Israël, menacés par la Turquie. Il y a des massacres d'Alaouites, des combats entre Druzes et musulmans. Daesh toujours présent et actif qui attend son heure. Et le pays reconstruit par une bande de mafieux et de trafiquants. Sinon, ça va. Un des derniers faits divers, hein, parce que maintenant ça occupe 50% du temps d'audience. Le fait divers, je ne sais pas si vous avez vu sur l'île d'Oléron. Vous avez vu là? L'île d'Oléron, là, il y a un fou furieux, là, un déséquilibré. Je note, hein, qui a de gros troubles psychiatriques. Voilà, moins que le président, mais enfin quand même bien atteint. Qui a foncé sur des gens en voiture sur l'île. Bon, c'est terrible, hein, mais de toute façon, cette île, je sais pas, vous connaissez, c'est pourri. Hein, moi, j'aime pas du tout. L'île d'Oléron, vous avez vu, c'est plat, ça n'a aucun intérêt, je jure. Et c'est très cher. Bon, là, les loyers vont baisser, hein, forcément.
Et donc, il y a ce mec qui renverse des gens, c'est terrible, hein, voilà. Et tout d'un coup, le délire médiatique, il se met en place. Mais tous, hein. Mais je parle des médias de droite, de gauche, du centre, de partout. Et là, les premiers qui commencent, oui, alors, quand il a été arrêté par la police, il aurait crié « Allahu Akbar !» Et après, chaîne suivante, oui, il aurait crié « Allahu Akbar !» Tu changes de chaîne, il aurait crié « Allahu Akbar !» Tu mets la radio « Allahu Akbar !» Une autre radio « Allahu Akbar !» « Allahu Akbar !» « Allahu Akbar !» Tu dis putain, on est dans une mosquée. Imagine si le mec a crié, comme il est complètement taré, hein, « Libérez Sarkozy !» Ou alors « Vive les poupées Chine !» Enfin bon. Et enfin, je voudrais finir cette soirée par le fait divers le plus terrible. On en a parlé, mais... Alors, les âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles, parce que là, on est au-delà de l'horrible. Jordan Bardella vient de sortir un 2e livre. Mais ne nous laissons pas emporter par ce tsunami de mauvaises nouvelles, de négativité, d'ambiance anxiogène et angoissante. C'est pour ça que je voudrais finir comme d'habitude en vous disant, faisons gaffe à l'hypocondrie médiatique. Ce sont d'amplifier le danger nourri par les médias. La morosité ambiante devient ma morosité, la réalité du monde devient mon triste sort et on finit par se rassurer dans l'angoisse. Trop tard. Spirale infernale nourrie par une overdose d'infos. Trop d'infos, tu l'infos, comme trop de lois, tu la loi. Par contre, trop de conneries n'a jamais tué un con. Comment penser au long terme, rêver sa vie, quand on est pris dans la dictature de l'instant. L'angoisse crée le pessimisme qui engendre le défaitisme, qui lui-même fabrique de l'impuissance, qui à son tour nourrit la résignation pour finir par une tétanie de la pensée, autrement dit au niveau zéro de la réflexion. La voie est libre, nous sommes totalement absents parce que trop présents. Alors prenons de la hauteur, du recul, respirons, rêvons, pensons. Si l'autruche ne mettait pas sa tête dans le sable, elle serait morte de peur. Si elle la met, elle se fait enculer. Alors essayons d'être des autruches à tête haute. Des autruches spirituelles, philosophes, des autruches qui regardent vers l'avant pour protéger ses arrières. Des autruches avec les 2 pieds dans la merde, mais la tête dans les étoiles. Réagissons avant que le système nous mange, nous bouffe, nous transforme, nous étouffe, avant que la défaite soit cuisante. Car comme le disait le général MacArthur, dans toutes les grandes défaites se résument en une phrase. Trop tard. Merci beaucoup. Bravo à vous. Bravo à vous, merci.